Les signes sont parmi nous. Pour Léon Méchain, le cabaretier de ce village de montagne, c'est l'apparition d'un papillon sur le givre de l'Espagnolette, à l'aube. Un papillon énorme, en plein cœur de l'hiver, sur les ailes blessées duquel sèche une traînée de sang. Méchain ne peut plus le quitter des yeux, hypnotisé. Mais bientôt une voix le demande, loin dans le village. Elle résonne, se rapproche. Voilà un étranger revêtu d'une vaste houppelande à grands carreaux qui apparaît sur la grande place. Mais ce n'est pas possible. Cet homme, il le reconnaît, c'est le maître constructeur qui avait quitté le village quelques jours plus tôt. Comment pourrait-il être si matinal, sachant qu'aucun moyen de transport n'est censé passer par le bourg avant plusieurs heures? Et pourquoi a-t-il cet air vieilli, ses traits tirés, ses yeux cernés et gris, comme ceux d'un mort? Les signes sont parmi nous. Pour le village entier, c'est l'effondrement en pleine nuit du lavoir. Le conseil municipal avait décidé d'en installer un sur le terrain vague. Voilà pourquoi le maître constructeur résidait en ville avec ses ouvriers depuis quelque temps. Il ne manquait plus que les plaques goudronnées à coller sur le toit pour que le travail soit terminé. En regardant de plus près, la poutre principale ne s'est pas effondrée. Elle a été arrachée et jetée en travers du bassin comme une brindille morte. Personne ne comprend ce qui a pu advenir. Les bâillissements se teintent de crainte quand un deuxième accident survient quelques jours plus tard et que l'on entend le maître constructeur geindre dans la chambre que lui loue Léon Méchain, le cabaretier. « Laissez-moi terminer. Ce sera mon dernier travail, » implore-t-il. Une voix plus rauque lui répond avec fermeté. « Non. Tous tes efforts seront inutiles. Tu n'iras pas plus avant. » Léon Méchain, témoin de cette discussion au milieu de la nuit, force la porte, mais ne trouve dans la chambre que le maître constructeur, couvert de sueur, et apparemment victime d'un cauchemar. Les signes sont parmi nous. Un peu plus haut dans la montagne, Jonatas joue avec son chien dans la forêt, non loin d'un hameau perdu où il vit avec sa famille qui a suivi Samuel, le patriarche l'anabaptiste. L'enfant s'amuse à regarder le paysage qui l'entoure, et notamment la tour de l'église, dans la pupille dilatée de son chien. Réminiscence antique peut-être, bien vite balayée toutefois, par la flamme et la fumée qui apparaissent comme une veine qui éclate dans la pupille. Jonatas se retourne avec angoisse, mais le ciel est vide, fier de sa mélancolique lividité des soirs d'hiver. Les signes sont parmi nous. Le vieux Samuel, le puritain, en est certain, qui le répète chaque jour à sa famille, qui elle-même le répète aux villageois qu'il tient pour des païens. Oui, la terre va bientôt disparaître comme un papier de journal qu'on jette en flammes dans un puits. Il ne faudra pas longtemps pour que toute la communauté, ou presque, en soit convaincue. Il ne faudra guère plus longtemps pour qu'elle monte au sommet de la montagne pour assister à la fin du monde. Oublieuse postérité, épisode 49, Résistance et révélation. Surprenante ouverture aux fortes tonalités eschatologiques que celle de La Flamme et la Cendre de Louis Parrot, paru en 1949 chez Robert Laffont, quelques mois après la mort de son auteur à 42 ans. Surprenante non pas parce qu'elle se met en scène d'une manière originale, mais parce qu'elle est, à ma connaissance, totalement absente, ou presque, de notre littérature alors qu'on aurait pu la croire fréquente dans les années d'après-guerre. Bien sûr, les textes qui mettent en scène la destruction sont légion, mais sans que cette destruction atteigne des proportions bibliques. Bien souvent, elle reste militaire, sociale ou individuelle. La France est défaite, mais elle n'est pas détruite. L'effondrement total est repoussé, récusé. Cette résistance à l'apocalypse littéraire, qu'on trouvera bien plus en Allemagne avec la Trümmerliteratur, la littérature des ruines, dont j'ai évoqué une pièce majeure dans l'épisode consacré à Elisabeth Langgasser
et le sceau indélébile. Cette résistance, donc, est-elle une manifestation de l'esprit de rébellion qui s'est emparé des maquisards dès le mois de juin 1940 ? Ou au contraire, a-t-elle été favorisée par le revirement politique de la collaboration qui a tenté de travestir la défaite en reconstruction ? À vrai dire, l'apocalypse littéraire a bien eu lieu. François Mauriac, qui publiera clandestinement Le Cahier Noir aux éditions de Minuit sous le pseudonyme de Forez en 1943, s'interrogeait déjà en février 1938 sur les signes anodins et pourtant ostentatoires d'une nature suspecte. Le printemps se presse, cette année. Il devance son heure. Je n'aime pas cette impatience de la nature, cette intervention sournoise, cette complicité de Cybèle et du dieu des morts. Je me méfie de cette brise trop douce, de ce vent tiède qui sent la terre, l'argile, de ce souffle qui a une odeur de destin. L'apocalypse a bien eu lieu, aussi en France, mais pas dans le roman. C'est ailleurs. Et cet ailleurs se nomme poésie. Pierre Segers, dans son formidable récit aux allures anthologiques, La Résistance et ses poètes, ne se trompe pas, qui ouvre son ouvrage sur un poème composé en octobre 1939 par un inconnu nommé André Sylvain, appartenant à la 2e division d'infanterie, poème intitulé « Chant profane pour les temps inquiets », dont voici les 11 vers. Des êtres, maintenant, pleurent sur une terre étrangère, pleurent de désespoir et de douleur. Des êtres, maintenant, plongent dans le fleuve impassible, plongent dans le fleuve pour mourir et se délivrer. Des êtres, maintenant, ont perdu cette lumière sacrée, cette lumière merveilleuse qu'est la liberté. La voie athée, maintenant, leur a barré l'avenir de ces longs bras funestes, la voie du mensonge et de la mauvaise foi, et quelques hommes, maintenant, croient pouvoir disposer de tous. Quelques hommes qui flamboient sur le volcan du monde, quelques hommes funèbres dont la mort et la cendre emplissent les 2 mains. Ce poème, que Pierre Segers publia dans sa revue Poète Casqué 39, fut, dit-il, le premier haut-parleur qui nous mettait en garde contre des temps auxquels personne ne voulait croire. Venu du plus profond de l'homme, dans le silence et le marais de la drôle de guerre, André Sylvain annonçait les forces noires qui allaient bientôt tenter de nous broyer, de nous détruire, de nous anéantir. Tous. D'André Sylvain, il ne reçut plus aucun poème, ni ne sut jamais qui il fut. Toutefois, sans même le savoir, cet inconnu inaugure l'entrée en guerre de la poésie. Désormais, les poètes français sont sommés par les événements de renoncer au superflu, à l'inessentiel. Ils ne peuvent plus se livrer à une poésie recluse, comme la nomme Gabriel Audisio. Dans la tenture des combats de l'ombre et de l'espérance, écrit Segers, qui va dans le même sens, tapisserie de martyrs et de damnés, Bruguel d'enfer, faudrait-il s'en tenir à des détails strictement personnels, à des anecdotes au petit point ? C'est ainsi qu'en quelques semaines, allant d'août 1939 à juin 1940, les poètes français deviennent les frères d'armes, les frères d'ombre, des poètes martyrs espagnols, eux aussi soudain sommés de participer aux noces de sang de la guerre. Louis Parrot l'est depuis toujours, ce frère bienveillant, lui qui découvre l'Espagne en avril 1934. Et il retrouve à cette date Denise, qu'il épousera le 16 mars de l'année suivante. Les noces sont encore joyeuses à cette époque, tout comme celles qu'il entame avec la littérature, et plus largement la culture hispanique. Dès juin 1934, impressionné par son érudition d'autodidacte, ce jeune homme de 27 ans, aux poumons fragiles, est nommé bibliothécaire à l'Institut français et en octobre, lecteur de français à la faculté des lettres de Madrid.
Il multiplie alors les rencontres. Les propositions littéraires arrivent peu après pour celui qui réalise son vœu le plus cher, écrit Lucien Scheller dans son beau La grande espérance des poètes. Car avant tout fraternel, Louis Parrot, hors l'abîme dont l'air moisi et glacé rôdait alentour, s'efforce et s'efforcera de rallier le soleil des hommes. Il traduira notamment La révolte des masses d'Ortega y Gasset, Le problème des sexes de Gregorio Marañón, des textes de José Bergamin, des poèmes d'Antonio Machado, et bien sûr l'Ode à Salvador Dalí de Federico García Lorca en 1938, à quatre mains comme l'on dit, avec Paul Éluard, qu'il a rencontré le 4 février 1936 à une conférence dédiée à Pablo Picasso. Paul Éluard qui surnomma Parrot l'ami parfait. Il faut ajouter de cet hispanisant de qualité, comme on a pu le décrire, un panorama de la culture espagnole, publié en 1937, qui fut mis au pilon en octobre 1939 sur ordre du gouvernement. Et enfin, un essai poétique intitulé Où habite l'oubli, publié à Genève en 1944. Superbe saeta pour se souvenir des hommes, oraison sans fin des poètes assassinés, Lorca et Machado avant tout. Mais le peuple espagnol ne fait pas la guerre, il résiste à la guerre, écrit Claude Aveline dans un article paru le 15 juin 1938 dans l'Humanité. Claude Aveline qui deviendra Minervois dans la Résistance et participera par ses textes et son corps à défendre la patrie. Les blessés de l'Espagne républicaine sont nos blessés, ajoute-t-il. La grande vague de sang allait bientôt submerger les frontières, et avec elle les cris de désespoir et de douleur, ces cris qu'il faudra absolument continuer d'entendre longtemps après qu'ils se sont étouffés, car ils deviennent en temps de guerre le battement du cœur d'un pays, deviennent dans la plus grande fatigue l'exhortation au pas de plus. Louis Parrot notait dans son poète d'aujourd'hui dédié à Lorca: l'Espagne perdait en lui l'un des plus doués de ses poètes, et depuis qu'il s'est tu, un pays de danse et de chansons est devenu silencieux dans notre vieux monde. Ce silence, jamais les poètes français ne devaient l'accepter, y compris ceux qui périrent avant la fin de la guerre, avant cette aube que François la Colère, alias Aragon, en août 1943, réclame dans son fameux musée Grévin, bien trop long pour être cité en entier, mais duquel voici quelques strophes. Au 4e été de notre apocalypse, une étrange pâleur paraît sur l'horizon. Est-ce qu'on toucherait à la fin de l'éclipse ? L'espoir palpite dans la paille des prisons. Entendez-vous gémir la nuit comme une porte ? C'est l'aurore qui fait les bourreaux blêmissants. Les princes inquiets rentrent sous bonne escorte, chez leurs femmes, laver leurs habits pleins de sang. L'empire de la peur, jusqu'ici leur domaine, au torrent des discours, donne un cours différent. Pour la première fois, des paroles humaines divisent sans tuer les lèvres des tyrans. Ils peuvent recouler désormais la romance, attester l'univers que leur grand cœur se fend. Le visage toujours reparaît sous la grime. Leurs meurtres sont comptés, et le registre est clos. À qui justifiant le crime par le crime, prenait sa jouissance au concert des sanglots. C'est aussi, semble-t-il, le tout premier poème qui évoque Auschwitz, alors qu'on n'en connaît encore que très mal l'existence. J'écris dans un pays dévasté par la peste, qui semble un cauchemar attardé de Goya, où les chiens n'ont d'espoir que la manne céleste, et des squelettes blancs cultivent le soja. J'écris dans ce pays où l'on parque les hommes, dans l'ordure et la soif, le silence et la faim, où la mère se voit arracher son fils, comme si Hérode régnait quand l'aval est dauphin. Moi, si je veux parler, c'est afin que la haine aille le tambour des sons pour scander ses leçons. Aux confins de Pologne existe une géhenne dont le nom siffle et souffle une affreuse chanson.
Auschwitz, Auschwitz. Ô syllabes sanglantes, ici l'on vit, ici l'on meurt, à petit feu. On appelle cela l'extermination lente. Une part de nos cœurs y périt peu à peu. Limite de la faim, limite de la force, ni le Christ n'a connu ce terrible chemin, ni cet interminable et déchirant divorce de l'âme humaine avec l'univers humain. L'on ne soulignera sans doute jamais assez à quel point les poètes furent l'honneur de la France, après avoir constitué pendant plusieurs siècles leur mythologie. Le chant hérité d'Homère, devenu légende des siècles, se transforma en quelques semaines en cri de guerre. Aragon, toujours, dès juin 1941, dans la revue Fontaine, faisait paraître un texte d'une quinzaine de pages, la leçon de Ribérac, qui a tenté une réunification nord-midi, en remontant le cours du temps de la poésie française jusqu'au Moyen-Âge, et notamment à Arnaud Daniel, je cite, « inventeur de la sextine, couplet de 6 vers pliés à des exigences sans précédent dans la disposition des rimes que Pétrarque et Dante lui empruntèrent. » Avec cet article, Aragon rudoyait d'une certaine manière le défaitisme, rappelait que la France, avec ses troubadours, avait créé la poésie européenne, même en Albion du Mer el-Kébir, que l'aube de la séparation shakespearienne de Roméo et Juliette est avant tout une aube française, celle du rossignol et de l'alouette, et que la plus belle scène d'amour que les hommes aient inventée n'est que la reprise d'un thème français, 100 fois chanté pendant notre XIIe siècle. Puissent les poètes français d'aujourd'hui, conclut Aragon, puiser en ceci l'orgueil nécessaire à notre destinée et se préparer pour les jours où surgira le nouveau chevalier vermeil. Alors leur langage, préparé dans les laboratoires de l'art fermé, en donnant à chaque mot une importance exagérée, deviendra clair pour tout le monde et pour eux-mêmes, et ce sera la véritable aube française, qui ne connaît pas les frontières, et se lèvera si haut qu'on la verra du bout du monde. Ils sont légions à n'avoir aperçu les nouvelles couleurs du ciel qu'en eux-mêmes, vaincus par les cathédrales d'épouvante du tyran, frappés trop tôt par la bête qui déjà rougeoyait à l'horizon, comme l'écrit Loïs Masson dans son poème « Otages fusillés à Chateaubriand », douloureux hommage aux 27 prisonniers français exécutés le 22 octobre 1941. Louis Parrot, dans le tout premier ouvrage qui a tenté un bilan de la résistance et de la littérature, avec L'intelligence en guerre, paru dès 1945, dédie un chapitre à ceux qu'il a appelés « les premiers de la classe », reprenant le titre d'un roman de Benjamin Crémieux, publié en 1921. Dans cet hommage à la fois sobre et poignant, l'auteur repousse les miasmes de l'oubli, refuse que les héros disparus deviennent bientôt l'ultime monogramme du néant, comme le scande le glorieux poète Pierre-Emmanuel dans Finibus Terrae. La première victime des nazis fut le poète Saint-Paul Roux, dont Aragon, encore, compte ici les dernières heures immondes. Je me trouvais dans une ville de drapiers ruinés, à l'ombre d'une cité de carton et de rêves. Et il passait un grand homme, suivi d'un Danois trop noble pour les salades à terre. J'appris par un poète qui, depuis l'autre guerre, crucifié sur son lit, recrée dans sa chambre obscure, à 2 pas de là, ce qui est interdit à ses yeux. Il s'agit de Jo Bousquet. Que ce passant était Loredan, fils de Saint Paul. J'appris en même temps par une lettre du Maroc et par un voyageur venu de Paris la terrible fin du Magnifique, la tragédie du manoir de Coëcilian. Et sa fille, que défiant le ciel il avait osé nommer divine, blessée et profanée par l'enfer. 2 lignes sèches dans un journal. Les plaies secrètes de mon pays sont les plus profondes. Saint-Paul Roux premier, c'est Benjamin Crémieux qui est second, l'un des meilleurs critiques de sa génération, qui avait foi en la pensée avec une majuscule. Puis Jean Prévost bien sûr, cerné par les SS du Vercors,
qui, après avoir attendu 3 jours et 3 nuits, des secours qui ne devaient jamais venir, a tenté de passer entre les lignes ennemies. Le 3 août 1944, il était abattu avec d'autres résistants. Et d'autres noms suivent, qui sont moins connus ou plus susceptibles encore de s'effacer. Louis Parrot ne les oublie pas et les nomme. Il leur accorde parfois quelques lignes seulement, mais leur noblesse suffit à remplacer un livre entier. Il s'incline devant Louis Mandin, battu à mort par un gardien allemand dans la forteresse de Sonnebourg. S'incline devant Jacques Decour, le créateur des lettres françaises, retient son émotion à la lecture de la dernière lettre que le héros adressa à ses parents. Vous savez que je m'attendais depuis 2 mois à ce qui m'arrive ce matin. Aussi ai-je eu le temps de m'y préparer. Mais comme je suis sans religion, je n'ai pas sombré dans la méditation de la mort. Je me considère un peu comme une feuille qui tombe de l'arbre pour faire du terreau. La qualité du terreau dépendra de celle des feuilles. Je veux parler de la jeunesse française, en qui je mets tout mon espoir. Il faut me pardonner de vous faire ce chagrin. Mon seul souci, depuis 3 mois, a été votre inquiétude. En ce moment, c'est de vous laisser ainsi sans votre fils qui vous a causé plus de peine que de joie. Voyez-vous, il est content tout de même, de la vie qu'il a vécue, qui a été bien belle. Viennent après les noms d'André Chenevière, poète, de Valentin Feldman, essayiste, d'André Julien Dubreuil, de Roland Simon, de Guy Robert du Costal, et bien sûr, pour couronner ce mausolée, ceux de Max Jacob et de Robert Desnos, revenus à la poussière pour ce dernier, sur le chemin même de sa libération. La part guerrière du roman de Louis Parrot, La Flamme et la Cendre, n'est pas moins importante que la part des signes. La montagne du patriarche Samuel est aussi celle dans laquelle se cachent les résistants. La nature est ainsi autant un abri qu'un tombeau, en lui faisant découvrir au gré de ses pérégrinations une grotte. À vrai dire, Samuel s'est approprié les forces d'un dieu pour dresser ce coin sauvage dans lequel il emportera sa famille. Il préfigure en cela le futur peuple de France, auquel on répète qu'il a tort de vouloir habiter ici, car tout y est en ruine. C'est toujours mauvais de vouloir ranimer un village abandonné, le prévient-on. Vous n'en aurez que des malheurs. Mais le patriarche est têtu et fera de ces ruines, à 2 générations d'écart, un repère pour la résistance autant qu'un piège pour l'ennemi. Louis Parrot tisse ainsi une secrète communication entre l'ivresse mystique du patriarche et la réalité meurtrière de la guerre. Les païens du vieux Samuel en 1883 deviennent les nazis 60 ans plus tard pour le petit Jonatas qui découvrait les premières flammes de l'apocalypse dans l'œil de son chien. L'animal est mort depuis des lustres, mais le feu de l'église ne s'est pas éteint. Il va même très bientôt commencer. Jonatas est devenu un vieil homme en ces années de guerre, un vieil homme qui n'a plus la foi, mais qui ne peut s'empêcher de songer que cet homme qui apparaît soudain, qui gravit la montagne, est le voyageur de la Bible de son père, l'envoyé tant attendu de Dieu. Je suis certain que les hommes ne pourront pas vivre sans la voix, sans cette grande passion exaltante et bien souvent inhumaine. Une foi aveugle, plus cruelle peut-être que celle qu'elle remplacera, mais qui leur permettra d'accomplir de nouveau des miracles. Non plus ceux que découvrait autour d'elle une charité émerveillée pour un rien, mais ceux qu'ils forgeront de leur propre raison. Cette foi nouvelle, nous ne pouvons qu'en pressentir l'avènement. Elle aussi soulèvera des montagnes de misère. Cette montagne a bien sûr 2 versants. Celle que les résistants en fuite s'apprêtent à gravir, et celle qu'on ne connaît pas encore, qui redescend de l'autre côté. Vers quelle destination ? Le moment de la salvation est-il enfin venu ? C'est là l'occasion de citer le redoutable poème d'Antoine Giacometti, Prédestination, que publia Pierre Segers dans le 12e numéro de sa revue Poésie 43,
et qui aurait pu être déclamé par Samuel au sommet de la montagne de la fin des temps. Non pas pour forcer la référence, mais parce que Louis Parrot fut un des rares à chroniquer l'ennemi nocturne de cet auteur. Il disait de Giacometti qu'il pourrait nous donner bientôt une œuvre où toutes ses qualités seront mises au service d'un thème plus vaste, plus complet que celui de son deuxième roman. Il est dommage que Louis Parrot n'ait pas vécu plus longtemps, aussi, pour découvrir que le romancier corse a su réaliser sa prophétie. Pour l'heure toutefois, il faut rester dans la grotte que Jonatas connaît depuis son enfance, cette grotte qui, aujourd'hui, devient celle du secours de l'homme face à son ennemi. Jour après jour, pendant ces longues absences inexplicables, Jonatas avait aménagé la caverne des anciens. C'est ici que se cachaient les anciens pendant les persécutions, dit au résistant Jonatas. C'est ici que vous attendrez notre retour. Mais il n'est plus possible d'attendre. Ainsi, comme Jean Prévost quitta la grotte des Fées, peu de temps avant d'être abattu, les maquisards quittent celle des anciens. Même si cela n'est pas documenté, je crois qu'il faut voir dans cet épisode du roman un hommage aux résistants du Vercors. Et il faut voir dans les quelques pages qui suivent, et clôturent le roman, le refus de l'abdication et la résurgence de la foi. Et l'on comprend que toutes les prophéties finissent par s'accomplir et que l'unique erreur de Samuel et Jonatas fut de ne pas savoir quand. Tout comme l'on comprend qu'avec une poésie d'un lyrisme contenu et une austérité sans illusion, Louis Parrot a su écrire le roman de la résistance et de la foi, unis dans un même destin, qui est celui de l'espèce humaine entière, cette espèce humaine qui, comme l'écrit Giacometti, laissera Dieu sans recours.